Plus la nuit avance, plus Gary et Jim sont sur leur garde. Depuis mes débuts dans la police, j'ai perdu 8 amis. Des policiers que je connaissais vraiment bien. Je garde ça en tête quand j'interviens. Je dois réagir plus vite. Je ne veux pas être tué. Je veux rentrer retrouver ma femme et mes enfants. Me voilà à Johannesburg. Joburg pour les intimes. 35 degrés à l'ombre. Il est vrai que la ville est née d'une fièvre, la fièvre de l'or, qui a attiré ici au 19e siècle les Britanniques, les Australiens, les Hollandais. Au centre-ville, les gratte-ciel, souvenirs de la prospérité passée. Autour des banlieues riches ou misérables, héritage de l'apartheid. Egoli, la ville de l'or en zoulou, ne brille plus que par ses contrastes. Accueillante et dangereuse. Johannesburg, capitale économique d'Afrique du Sud, abrite 4 millions d'habitants qui cohabitent autant qu'ils s'affrontent. Noirs contre blancs, riches contre pauvres, hommes contre femmes, jeunes contre vieux, ils font de Johannesburg une ville insaisissable. Braquage, vol à main armée, meurtre, enlèvement. Johannesburg est classé parmi les mégalopoles les plus dangereuses au monde. Ces crimes en disent long sur ses fêlures. Pour m'aider à pénétrer au cœur de la ville, des journalistes spécialistes du crime qui, depuis des années, en arpentent chaque kilomètre carré. Grâce à eux, je vais embarquer à bord d'une unité d'élite de la police pour une course-poursuite à plus de 200 km/h. Je vais entrer dans une prison habituellement interdite aux journalistes étrangers. Je vais suivre des gardes privés sur une scène de crime ou un cambriolage a mal tourné et sur les lieux d'une fusillade. Je vais apprendre à tirer, comme tous les riches sud-africains qui veulent se protéger. Je vais participer à un rodéo clandestin avec des voyous. Une jeune prostituée me racontera son enfer quotidien. Et je verrai la famille d'un adolescent abattu par la police. Et puis je finirai mon séjour dans un parc naturel, car en Afrique du Sud, même les animaux n'échappent pas à la violence. Bienvenue à Johannesburg, avec en poche un passeport pour le crime. J'ai rendez-vous ce matin avec un confrère journaliste, Graham. C'est le spécialiste du crime à Johannesburg. Pour mes premiers pas dans la ville, il a réussi à organiser quelque chose de rare. Je vais patrouiller avec une Flying Squad Unit, une unité d'élite de la police sud-africaine. T'as fallu combien d'années pour obtenir ça? Oh, il m'a fallu beaucoup d'années. Et beaucoup d'apéros. Allez, voilà. Ah, la voiture est puissante. Graham me présente son amie Madeleine. Joli sourire et gilet pare-balles. C'est une policière d'élite. Salut, Madeleine. Sans les contacts privilégiés du journaliste, cette rencontre est inimaginable. En Afrique du Sud, la police refuse systématiquement toutes les demandes venant des télévisions étrangères. Je vais prendre soin de lui. Graham ne vient pas avec nous, je le retrouverai plus tard. Alors quel est le programme là? Patrouiller. On patrouille et on reste en alerte en écoutant le Canal Police. Nous ne patrouillons que depuis quelques minutes et déjà, un premier appel. Combien de suspects? Il y a combien de temps? Ils sont partis dans quelle direction? Prends par là. Prends par là. Vous cherchez quoi? Un pick-up blanc. Ils ont cambriolé une maison et ils ont utilisé le véhicule pour s'enfuir. Aussitôt la chasse commence. Une chasse à très grande vitesse et à contresens.
regarde ça, il est de face sur la fille là. Oh l'enfoiré. Vous avez peur de la vitesse? Oui, Désolé. vous avez atteint les 200 km/h. Pour ma première dans une voiture de la police sud-africaine, je ne suis pas déçu. Un de nos gars près du garage Sasson nous dit que la camionnette est dans ce quartier. Il est où? La camionnette se serait réfugiée dans ce grand lotissement. Commence alors un jeu du chat et de la souris, avec pour alliés les habitants du coin. Hello, maman. Comment ça va? Est-ce que vous auriez vu un combi, un grand combi blanc? Il est passé à l'instant. Vous n'avez pas vu un combi blanc? Un combi blanc. Non, j'ai rien vu. La camionnette reste introuvable. Bonjour, vous n'avez pas vu un combi blanc? Rien? Mais la police n'a pas dit son dernier mot. Un hélicoptère surgit. En quelques secondes, depuis les airs, la deuxième équipe repère une camionnette suspecte. Elle se serait dissimulée sous un auvent. Les renforts arrivent. S'agit-il de la camionnette recherchée? Pour le savoir, Madeleine a sa technique. Elle touche le moteur. Le moteur est froid, donc elle n'a pas été utilisée. Ah, c'est froid. Ici, ça n'arrête pas. On ne sait pas où donner de la tête. Surtout des cambriolages. La journée, la nuit. Je pensais la partie perdue. Nous recevons un appel. Une autre unité vient de retrouver le véhicule blanc. Alors c'est celui-là. C'est ce véhicule-là qui a été volé. Et ils se sont débrouillés pour s'arrêter là, et les types ont fui dans cette direction. Il y a un township là-bas. Un des types a été arrêté et 3 ont disparu. Mais on les retrouvera jamais dans le township. Les townships, les banlieues pauvres et noires de Johannesburg. La police a tout de même arrêté l'un des voleurs présumés. Il attend dans le fourgon. « 13 voitures de police et un hélicoptère pour un simple cambriolage. L'Afrique du Sud a l'air de mettre le paquet pour combattre le crime. Mais la vérité, c'est que ces unités d'élite sont rares et que dans son immense majorité, la police manque cruellement de moyens. Alors pour se sentir en sécurité à Johannesburg, les plus riches font appel à des sociétés privées. Mais même avec de l'argent, on n'échappe pas toujours au crime. Vendredi soir, dans cette banlieue chic de Johannesburg, les jeunes privilégiés, blancs et noirs, se retrouvent pour s'amuser. Tiens, la musique est américaine. Ah, le champagne est français. Mais à Johannesburg, la fête laisse vite place à la violence. Dans les rues, les sirènes des patrouilles, des agences de sécurité privées se mêlent à la musique. Ce soir, je suis avec l'une de ces sociétés. High Risk. Cela veut dire haut risque. Leur matériel n'a rien à envier à celui de la police. Voiture rapide, gilet pare-balles et armes très lourdes. Je n'ai pas le droit de vous le montrer à cause du règlement. Désolé. Parce qu'il est chargé et armé. Mais c'est un Glock 19. Un Glock 19, un semi-automatique autrichien dont raffolent les amateurs d'armes. Et puis ce fusil mitrailleur, variante de la Kalachnikov. Difficile pour les policiers sud-africains de rivaliser, d'autant qu'ils sont 3 fois moins nombreux. Et que la frontière entre police nationale et police privée est mince. Très mince. La victime est venue d'où? De Greenstone. Greenstone. Terren est un ancien des forces spéciales. Il a servi dans l'armée sud-africaine et dans l'armée israélienne. Il est là pour protéger les clients de High Risk, mais Terren remplit aussi une mission de service public.
Comme un policier, il assure gratuitement la sécurité publique, s'il le veut et quand il le veut. D'ailleurs, après quelques kilomètres, il repère des adolescents qui marchent au bord de la route. Il considère que des jeunes noirs qui traînent la nuit dans ce quartier résidentiel, c'est suspect. Alors il les interpelle, arme au poing. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, on se promène. Ce contrôle d'identité, effectué par des agents de sécurité privée sur la voie publique, est illégal. En principe, seule la police a le droit d'intervenir, mais manifestement, tout le monde ferme les yeux. Finalement, ces gamins sont sans danger, la patrouille repart, et aussitôt, nouvel appel radio. Donne-moi l'adresse exacte sur la 8e avenue. Cette fois, ça paraît plus grave. Apparemment, c'est une tentative de cambriolage en présence du couple. Les cambrioleurs sont entrés dans la maison. Les informations que j'ai, c'est qu'on a tiré sur les chiens. L'ambulance n'est pas encore là, mais la police est sur les lieux. C'est tout ce que je sais pour le moment. Des rennes ne traînent pas. En Afrique du Sud, un cambriolage peut vite tourner au carnage. Sur place, les gyrophares éclairent la rue. Dans cette couverture, les voisins évacuent le cadavre du chien. L'un des propriétaires, Jérémy, a lui aussi été la cible des cambrioleurs. Il n'est pas mort, mais on lui a tiré dessus. Il a une hémorragie interne, un organe vital est peut-être touché. Son état est très inquiétant. Il est évacué par une ambulance. La scène de crime a été gelée, ce qui veut dire qu'en principe, elle est interdite à quiconque n'est pas policier. Mais des rennes semblent s'en moquer. Et une fois à l'intérieur avec ces hommes, voilà qu'il débute une enquête, en parallèle des forces de l'ordre. Vous avez des informations? Suspect, description? Quelque chose? Non, les propriétaires n'ont rien vu. Les mecs portaient des masques et des gants. Masqués et gantés, les cambrioleurs n'ont manifestement pas laissé d'indices. Un voisin parle d'une voiture rouge. Des rennes lancent aussitôt un avis de recherche à toutes les patrouilles de high risk. Deux suspects qui conduisent une Toyota rouge. Deux suspects, tous les deux armés, qui portent masque et gants. C'est tout ce que je sais pour l'instant. La police sud-africaine repère la présence de notre caméra. Les inspecteurs nous demandent d'arrêter de filmer. Ils veulent confisquer notre cassette. Nous refusons, mais il est temps de s'éclipser. Le lendemain matin, retour sur les lieux du drame. Le quartier a retrouvé son calme. Sa mère et des amis sont venus réconforter Ray, 44 ans, le compagnon de la victime. Il est épuisé. Au téléphone avec l'hôpital, il apprend que Jérémy, son compagnon, doit être opéré une deuxième fois. Il est hors de danger, mais son estomac a été touché et il faut lui en retirer une partie. Je me sens comme si j'étais passé dans une machine à laver. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je crois que je vais avoir besoin de soutien. Tu veux lui raconter ce qui s'est passé dans l'autre pièce? Nous regardions la télévision, une comédie. Nous étions en train de rire. Et mon chien fidèle était allongé, là, entre nous, comme toujours. Jérémy avait fini de dîner et avait un verre de vin à la main. Et quelque chose m'a fait me retourner. Et là, j'ai vu ces deux types près de la commode. L'un d'eux a tiré ici, sur le chien, et il a reculé. Et Jérémy a lancé son verre sur lui,
Il a juste jeté son verre de vin. Et je lui ai crié « Arrête !» Et après, l'un d'eux pointait son arme et m'ordonnait de ne pas bouger. Il allait sûrement me tuer. Pendant ce temps, Jérémy se tenait là et il insultait ce tireur fou et avant que je réalise, une autre balle était tirée. Je lui ai dit, je vous donnerai l'argent, mais s'il vous plaît, ne tirez plus, ne tirez plus. Ne lui faites plus de mal. Ils sont sortis. J'étais perdu, je ne savais pas quoi faire. Je me suis précipité à l'étage et j'ai appelé la police. Quand je suis redescendu en bas, Jérémy avait disparu. Et pour une étrange raison, il a fini là, la tête sur le sol. Comme ça. Je ne sais pas pourquoi il s'est évanoui ici. Est-ce qu'il voulait monter les marches? Que voulait-il faire vraiment? Voyez comme il a saigné? Les voisins viennent à la rencontre de Ray, bouleversés et curieux. Ils veulent en savoir plus sur ce qui s'est passé. Comment sont-ils rentrés à l'intérieur? Ils ont forcé le portail, c'est pourquoi la police relève les empreintes. Comme je vous le dis, nous avons surélevé le mur. Que pouvons-nous faire de plus? Les habitants du quartier sont désemparés. C'est terrible. Ils ont emménagé en septembre et ils ont déjà surélevé le mur. Vous voyez comme ils sont hauts. Mais il y a tant de gens sans travail. Ils n'ont que le crime pour survivre. En Afrique du Sud, un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Si l'apartheid appartient au passé, riches et pauvres continuent de vivre dans des mondes séparés. Je comprends vite que dans ce pays, la sécurité tourne à l'obsession. On me dit que beaucoup d'habitants de Johannesburg portent une arme. Ok, tu es prête? Ça m'intéresse. Megan a 28 ans. Dans la vie, elle est designer et depuis quelque temps, elle s'entraîne à tirer. Doucement sur la gâchette. Hi, Pierre. Bonjour Christophe. Hi, Megan. Please. I'm Christophe. What are you doing? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous entraînez? J'apprends à tirer avec un pistolet. Shoot. Oui. L'ennemi est là-bas. L'ennemi est là-bas. Quelle est la première chose à apprendre? Tirer, c'est la dernière chose. C'est l'aboutissement. À la fin de la journée, il faut savoir maîtriser l'armement et le désarmement et sécuriser le pistolet. C'est la partie la plus importante. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Non. Vous pensiez au début que ce serait simple? On s'habitue peu à peu, mais plus vous pratiquez, mieux c'est. Quand on voit dans les films, je suis sûr que je peux juste viser et tirer. Mais à vous voir ici... Oui, c'est pas facile de savoir de quoi il est question. Je voudrais essayer, mais... Cette main, comme ça. Le pouce là. Et quand vous êtes prêt à tirer, vous mettez l'index sur la gâchette et doucement, doucement, vous tirez. C'est facile. On y va. Je charge l'arme pour vous. Et quand vous êtes prêt, vous mettez le doigt sur la gâchette. Le doigt là, hein, les bras tendus. Et quand vous êtes prêt, doucement, doucement. Utilisez votre doigt, pas la main. Doucement, doucement, détendu. Ça y est, c'est bien là. Voilà, c'est fini.
Ah, c'est fini. Ça va. Pour un débutant, je ne m'en tire pas trop mal. Mais ici, le tir n'est pas un loisir, c'est parfois une question de vie ou de mort. Je voudrais comprendre pourquoi vous faites ça. Vous pouvez être en danger à tout moment. Une attaque ou un problème, et vous ne pouvez pas vous défendre sans armes. Je ne veux pas être dans cette situation et risquer d'être violé. Mais l'idée est de s'en servir ou pas? L'idée, c'est de ne jamais l'utiliser, sauf si vous êtes forcé à le faire. On ne sait jamais. Vous voulez porter en permanence cette arme? Oui, je voudrais porter une arme. Vous voulez porter une arme? Oui, j'aimerais porter une arme dans son holster. Nous pensons que c'est le rôle de la police de nous défendre. Mais c'est un grand pays avec une énorme population et de nombreux crimes. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils soient toujours derrière vous. Donc vous devez vous équiper et vous préparer à vous défendre seul si jamais une attaque arrive. On va chez vous? Pour voir comment vous vous protégez? En Afrique du Sud, le sentiment d'insécurité est omniprésent. Je n'ai pas vu de joggeurs courant seuls ou simplement de gens qui marchent dans la rue, la nuit tombée. Et pour se protéger, les Sud-Africains emploient les très grands moyens. La maison de Megan est une forteresse. Elle vit seule, elle a déjà été attaquée chez elle par des hommes armés. Depuis, elle ne plaisante pas avec la sécurité. Alors ça, c'est quelque chose de classique. Il y a deux portails. Vous avez le portail principal, et ça vous permet de stationner en sécurité ici, le temps d'ouvrir le deuxième. C'est pour protéger les voitures? Oui, ça les protège. Et la clôture est électrifiée? Oui. Toujours en marche? Toujours. Vous avez des vidéos de surveillance? Non, je n'ai pas de caméra vidéo. C'est la prochaine étape? Non. Pas de caméra, mais une double grille et une alarme. Cette porte est verrouillée, je peux appuyer sur ce bouton. Le panic button, un bouton d'alerte disposé dans plusieurs endroits de la maison, et notamment à côté de son lit. Si elle appuie dessus, voilà ce qui se passe. La sirène se déclenche et une société privée de sécurité est prévenue. Quelqu'un va arriver, c'est ça? Moins de 3 minutes plus tard, un garde privé est là. Merci pour votre venue. De rien. Nous sommes en train de filmer et nous avions besoin de tester votre efficacité. Bonne efficacité. On est fiers, merci. Je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin d'une arme dans une telle maison. Vous êtes très bien protégé. Il y a le grillage, il y a les portes, il y a le bouton d'alerte. Ces mesures ne sont que des mesures préventives. Nous essayons de dissuader les criminels de rentrer dans la maison. Mais certains rentrent quand même. Et si vous êtes à l'intérieur, face à face, et vous avez l'opportunité de tirer, c'est là le moment où vous avez besoin d'une arme. Et où serait l'arme? Où serait l'arme? L'arme, la plupart du temps, devrait être sur vous. Mais si vous avez une fête avec beaucoup d'enfants, alors là, vous n'avez pas envie d'avoir l'arme sur vous. Alors vous la rangez où? Je le range dans le coffre. Vous pouvez me montrer? Oui, bien sûr. Oh, incroyable. C'est l'endroit où vous le rangez? Oui, c'est là où je mettrai l'arme. Donc mon arme, je peux juste la poser là. Et elle est armée? Oui, poser ici, ça risque rien. Tout ça, bien sûr, a un coût. Megan me dit que ça lui a coûté 15 000 €, 60 fois le SMIC sud-africain. Alors si les riches ont les moyens de se protéger, ça n'est pas le cas de tout le monde, et comme le prouvent ces images, les plus pauvres préfèrent parfois se faire justice eux-mêmes. On appelle ça la mob justice.
Ces hommes sont accusés de viol et celui-ci aurait volé. Sans procès, il est battu à mort. Heureusement, il y a à Johannesburg des gens plus pacifiques. Quelques heures plus tard, à la nuit tombée, nous nous retrouvons à Alexandra, l'un des townships les plus pauvres du centre de Johannesburg. Ici, pas de patrouille privée, pas de grille électrifiée ni de double portail. Pour se défendre, les habitants du township ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Il est 20h et voilà des citoyens bénévoles qui ont rendez-vous au commissariat. Ce soir, ils sont 56, jeunes, vieux, hommes, femmes, tous unis pour lutter contre la criminalité en occupant la rue. Le crime est là. Alors nous cherchons les gens qui boivent de l'alcool dans la rue. Nous recherchons les couteaux, les pistolets. Ce soir, il y a match de foot à Alexandra. La patrouille citoyenne est à cran. Vendredi dernier, un homme est mort, poignardé, à la sortie du stade. Il faut dire que dans les tribunes, ça picole sec. Et à la moindre étincelle, tout peut dégénérer. Je bois du whisky. Ouais. En principe, l'alcool est interdit dans la rue. Alors à la sortie du stade, les patrouilleurs sont intransigeants. Ils n'hésitent pas à fouiller les jeunes supporters s'il le faut, et carrément à les arrêter. Et pourquoi vous les interpellez? Alcool sur la voie publique. On t'arrête parce que tu as une bouteille dans la rue. T'es arrêté. Non, c'est pas ma bière. Vous savez bien que la canette est pas à moi. Une canette de bière peut suffire à terminer dans le fourgon de police. Ce jeune homme passera la nuit en cellule. On arrête des gens. À la radio, on prévient la police. Ils terminent en cellule et seront jugés. Auxiliaires de police, ils ont non seulement des menottes, mais surtout le respect des habitants. Comme vous savez, il y a des types qui se baladent avec des couteaux. Donc leur présence est importante. Vous voyez, ils fouillent tout le monde. Leur rôle est super important. Ces volontaires font ce que la police ne peut pas faire, faute de moyens. Séparer en douceur des hommes qui se battent. Un gamin traîne dans la rue, il est plus de 23 h, ils le reconduisent chez lui. Ses parents sont tous les deux absents. Attention à ta langue, la prochaine fois on t'arrête. Tu ne sors plus ce soir. Si je te vois ce soir, je vais t'en coller une. On me dit que depuis que les patrouilleurs occupent la rue, la violence recule dans le township d'Alexandra. Mais face aux crimes les plus lourds, ses parents sont désarmés. Car à Alexandra, le crime est quotidien. Le lendemain, je reviens à Alexandra. Il est 14 h. L'herbe et la bière tournent déjà. C'est de la skunk, super skunk. C'est combien? 15 rand pour tout le paquet. 1,50 €. C'est déjà cher pour un Sud-Africain. Et le nombre de consommateurs ne cesse de progresser. De quoi enrichir ces délinquants qui vivent de petits trafics. Celui-là est un criminel endurci, ses cicatrices en attestent. En prison, à Sing Sing.
Je tuais, je violais, tout et n'importe quoi. Et j'aimais pas les gens comme toi. Je les tuais. Si je tombais sur toi, t'étais foutu. Je te flinguais, je te dépouillais. C'est ce que je faisais avant. Ils me surnommaient Slata. Vous savez, des surnoms de voyous. Ils trouvent toujours des surnoms. Je connais tous les voyous. Il y en a plein. Trop. Devant nous, il dit s'être rangé. Dans le quartier, je retrouve Harriet, l'une des patrouilleuses de la veille. Cette mère de famille vit dans ce quartier dangereux. Pourtant, elle semble s'y sentir à l'aise. Je n'ai pas peur ici, c'est chez moi. Mais j'aurais peur d'aller à Soweto, parce que je suis pas de là-bas. Ce qui protège Harriet, c'est qu'elle connaît tout le monde. Et me voilà chez elle. Attention à la marche. Toutes les maisons d'Alexandra ne sont pas en dur, comme celle d'Harriet. Ce sont ses parents, commerçants, qui l'ont construite. Elle vit là depuis son enfance. Une belle maison, avec tout le confort moderne. L'une des rares à avoir l'eau courante. Elle dort ici avec ses 3 enfants. Là, c'est le coin où je prie mes ancêtres. 4 fois par jour, Harriet prie pour obtenir la protection de ses ancêtres. Je vous demande de protéger mes enfants et moi. Que mon grand-fils reste dans le droit chemin. Que notre famille n'ait pas de problème. Protégez-nous des balles. 16 h, l'heure du thé. Son fils Tavo rentre de l'école. Tavo doit rentrer directement de l'école. Harriet ne veut pas qu'il traîne. Les balles volent dans la rue. Et elles tuent les passants. S'il traîne dehors, il peut avoir de mauvaises fréquentations. Et du coup, être arrêté par la police, qui pourrait penser qu'il trafique. Harriet patrouille dans les rues d'Alexandra pour protéger son fils. Et cette mère de famille est plus efficace que la police. Je connais tous les criminels du quartier. Ils peuvent fuir la police en uniforme, mais ils ne peuvent pas me fuir moi. Parce que je sais où ils habitent. Alexandra, c'est comme une famille, avec plein de maisons, mais j'en connais chaque porte. J'ai juste à frapper et je peux arrêter le criminel. Harriet a réussi à éviter que son fils ne devienne délinquant. Bon élève, grâce à l'école. Tavo rêve d'un avenir meilleur. Je veux réussir dans la vie. Je ne veux pas mal tourner. Je veux toujours suivre le droit chemin. Si tu vas à l'école, tu peux t'acheter ce que tu veux. Ta propre voiture, ta maison. Quand tu grandis, tu réussis et tu deviens responsable. Responsabiliser les enfants, c'est l'obsession d'un homme. Il s'appelle Baba. C'est un ancien criminel. Il a fait 7 ans de tôle et depuis qu'il a été libéré, il délivre la bonne parole dans les lycées. Cet après-midi, je le retrouve au milieu d'adolescents issus des townships les plus pauvres de Johannesburg. La violence est leur quotidien. Baba intervient avant qu'il ne tourne mal. Il veut redonner confiance à une jeunesse sans espoir.
Alors, vous faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ce que je dis, mais pas ce que je fais. Allez, on y va. Sur le côté, en bas, en haut, devant, sur le côté, en avant. Je pense que si ces enfants ne croient pas en eux, ils vont mal tourner. Donc ce message, c'est qu'ils ont une alternative à la criminalité. Et ils peuvent vivre leur vie sans commettre le mal. Quand j'étais en prison, j'avais des rêves. Je voulais une maison, je l'ai eue. Je voulais un permis de conduire, je l'ai eu. Je voulais un bébé, je l'ai eu. Tout ce dont j'ai rêvé, je l'ai réalisé. Baba redonne à ses enfants ce qu'il y a de plus précieux, le droit de croire en ses rêves. Un vrai luxe dans un township. Baba sait de quoi il parle. À 12 ans, ses rêves à lui se sont brisés ici, là où son père, chauffeur de taxi, a été assassiné. Il a tout vu. Il a été poignardé par des hommes qui voulaient lui voler sa voiture. C'est la première fois que Baba revient sur les lieux du crime. J'ai été témoin de toute la scène. Les souvenirs me reviennent maintenant que je suis là. Je ne suis jamais revenu depuis le meurtre de mon père. C'est ma première fois ici. Je voulais tuer ces gars. Je voulais aussi tuer leur famille. À l'âge de 15 ans, j'avais 2 pistolets que j'avais volés. C'est là que j'ai commencé ma vie de voyou. 6 années d'errance criminelle qui se sont terminées en prison. Condamné à 13 ans, il en a fait 7. 7 ans pour faire la paix avec son passé. Et aujourd'hui, avec moi, il retourne en prison. Mais c'est pour raconter son histoire aux détenus de Vereeniging, la même où il a purgé sa peine. Il veut leur prouver qu'ils peuvent s'en sortir s'ils le veulent. En principe, les caméras sont interdites, mais grâce à Baba, j'ai obtenu une autorisation exceptionnelle. Attention, ils arrivent, ouvrez la porte. Et me voilà dans une cour, cernée par 4 grandes cellules communes. Hi, guy. How are you? Combien est-ce que vous êtes? 54. 64? Non, 54. 54. À 54, dans la même chambre. Comment est l'odeur? L'odeur, ça va, on lave 3 fois par jour. Vous passez toutes vos journées dedans? Non, la porte est ouverte, on sort quand on veut. À quoi ressemble une pièce dans laquelle on s'entasse à plus de 50 toute l'année? Je demande à voir une cellule. Le confort semble rudimentaire. Ils ont la télé? Oui, c'est une télé fixée au mur. Une télévision lilliputienne pour tout le monde. Les prisonniers s'entassent ici sur 3 hauteurs de lit. Perte de liberté et perte d'intimité. Double peine. Une seule salle de bain, mieux qu'ailleurs en Afrique, certes, mais pas terrible. Et un mince rideau pour s'isoler du regard des autres. Je me levais le premier vers 6 h du matin, si je voulais prendre une douche. Parce qu'après l'eau chaude, il n'y en avait plus. Et après la douche, j'allais dans mon lit. Baba est de bonne humeur, mais quand il me montre là où il dormait, son regard se trouble. Mauvais souvenir?
Tu préférais celle du haut ou celle du bas? Baba a passé 7 ans sur ce matelas. Tellement de choses me reviennent maintenant. De la prison, comment je vivais. Je me réveillais tôt, j'étudiais. Je voulais vraiment devenir une meilleure personne. Devenir une meilleure personne. C'est le message que délivre Baba lors du cours hebdomadaire qu'il donne ici. 30 condamnés sur le point d'être libérés l'écoutent attentivement pendant 2 heures. Je veux votre attention. Faites-le tous. Tendez vos bras. Certains vont sentir la douleur dans les épaules. Et parmi nous, certains vont vouloir baisser les bras quand ils vont sentir la douleur. Bras tendus, Baba attend que le premier craque. C'est bon, garde les bras baissés. Épaulez-vous. Posez vos mains sur les épaules de votre voisin. Baba demande à tout le monde de se rassembler. Je me prête au jeu. Et le surveillant m'imite. Je voudrais vous demander à tous, que ressentiez-vous quand vous étiez seul? Vous ressentiez quoi? La douleur. Vous avez senti la douleur dans les épaules, alors vous avez eu envie d'abandonner. Et là, vous sentez quoi avec vos mains posées sur l'épaule de quelqu'un? Tu te reposes sur l'épaule de Christophe, tu ressens quoi? Je me sens mieux qu'avant. Tu te sens mieux qu'avant. As-tu confiance en lui? Oui. Oui, tu peux. Quand vous êtes seul, c'est plus dur. Mais quand vous avez des soutiens, c'est plus facile. Allez, maintenant, tout le monde peut s'applaudir. Morale de l'histoire, à leur sortie de prison, ils devront compter sur leur entourage pour ne pas replonger. Quelqu'un veut témoigner? Qu'est-ce qui a changé du fait qu'ils viennent là? Est-ce que ça a changé quelque chose dans leur vie? Mais quels sont leurs projets pour le futur? Quelqu'un veut dire ça? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez sortir? Venez, venez. Je voudrais d'abord dire que ma mère est si fière de cet homme, Baba. Vraiment? Oui, elle dit toujours qu'elle veut le rencontrer, ce Baba. Elle dit, il t'a changé, mon fils, tu n'es plus pareil. Avant, tu créais des problèmes, mais maintenant, tu es un ange. Quand reviens-tu à la maison? Vous voulez être une sorte de Baba quand vous sortirez? Oui, je voudrais être meilleur que Baba. Meilleur que Baba? Ça va être dur. Cet homme au passé violent a su briser ses chaînes. Il est aujourd'hui un exemple. Mais ces criminels le savent, leur premier handicap, c'est leur milieu. Et la justice n'est pas forcément la même pour tout le monde. 9 h du matin, j'ai rendez-vous avec Nomzamo. Cette journaliste du Daily Sun, le tabloïd le plus lu d'Afrique du Sud, couvre aujourd'hui une affaire de bavure policière. Elle a reçu, par email, ces images d'un jeune garçon de 16 ans, Tato, qui aurait été abattu sans raison par la police. On le voit allongé, la chemise en sang, mais la vidéo ne dit rien sur les circonstances de sa mort. Nomzamo décide de se rendre à ses funérailles. On a tué Tato de 7 balles, 3 dans la tête et 4 dans le corps. La police est régulièrement accusée de battre les suspects ou même de les tuer. C'est un gros problème en Afrique du Sud. En arrivant aux obsèques à Soweto, surprise, on chante et on danse autour du cercueil. Tous sont vêtus de blanc, la couleur du deuil, et de bleu, symbole de sérénité.
Et voilà la tante de Tato qui évoque le souvenir d'un bon garçon. J'aimerais ajouter quelques mots à propos de mon neveu. Tato était un garçon très obéissant. Tato aimait les enfants. Tato était un garçon très gentil. Et je parle au nom de la famille. Mais quand une voiture de police arrive, la colère prend le pas sur l'émotion. C'est perçu comme un geste de provocation. Alors les policiers repartent. Un voisin fait part de sa révolte à Nonzamo. La police a tiré sur Tato sans raison. Un policier a dit que c'était un accident terrible, qu'il ne voulait pas le tuer. Mais ma question, c'est pourquoi pointer un pistolet mitrailleur sur un garçon de 16 ans sans défense? C'est ça ma question. Nous sommes en colère. Nous sommes en colère contre la police. Les gens qui sont chargés de nous protéger nous tuent. Alors qui nous protège? Accident ou exécution sommaire? Que s'est-il passé exactement? Il faudra que je passe une tête au procès qui se tiendra dans quelques jours. Un peu plus tard dans l'après-midi, je reviens dans le quartier d'Alexandra où une fusillade vient d'éclater. Sur place, je retrouve Narissa, une journaliste de la chaîne d'info en continu E-News. Des voyous ont braqué un magasin puis ont ouvert le feu sur la police. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont volé un commerçant en ville. Ordi, portefeuille, téléphone, bijoux, et sont venus se planquer dans Alex. La police a eu l'info, ils sont venus les arrêter. La police leur a demandé de se rendre. Ils ont refusé et ils ont ouvert le feu. Et la police a répliqué. L'un est mort, un autre est blessé, 2 sont arrêtés et 2 sont en fuite. Une fusillade, en plein jour. Une balle perdue aurait pu tuer un passant. Ces jeunes du quartier ont tout vu. Ils veulent bien raconter, à condition qu'on ne les filme pas. Ici, on ne balance pas. Ces mecs ont commencé à tirer sur les flics, et c'est là où les flics ont tiré aussi. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu crois? On a fui! Et je me suis enfermé chez moi. Ils ont tenté leur chance. Va saisir ta chance. Et après, tu reviens. Qui sait, tu peux réussir ou pas. Comme eux. Voler. Ces jeunes noirs considèrent que c'est un acte de bravoure. On vole les blancs parce qu'on pense qu'ils ont volé nos ancêtres. Je ne sais pas s'ils sont nombreux à penser comme lui. Narissa et son caméraman se dépêchent. Le sujet doit être prêt pour le journal de 19h. Ils rentrent à la rédaction d'E-News. Cette chaîne privée, créée en 2008, est la plus regardée d'Afrique du Sud. Salut les gars, comment ça va? Je dois actuellement enregistrer mon commentaire et te laisser t'occuper des images. Il est 18h. Pas de temps à perdre pour Narissa, son sujet doit être terminé pour le principal journal de la soirée, qui commence dans 1 heure. Je la laisse travailler et Jody, un autre journaliste de la chaîne, m'entraîne dans les coulisses et me présente l'un des présentateurs vedettes. C'est une star? Bonjour. Je cherche à comprendre quelle est la place du crime en fait dans votre programme. C'est une chaîne d'information continue. Ça va dominer. Les gens ont besoin de connaître la situation concernant les crimes. Notre travail est d'informer les gens sur toutes les sortes de crimes, des violences familiales à la corruption gouvernementale. Est-ce que dans votre propre vie, vous êtes touché, vous, par le crime? J'ai vécu en Afrique du Sud toute ma vie. Je n'ai jamais connu une seule année sans être affecté par le crime. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu journaliste. C'est pour pousser ceux qui nous gouvernent
à mettre tout en œuvre pour lutter contre le crime et avoir des résultats. Est-ce que j'ai été victime de la criminalité? Oui, j'ai été victime d'un hijacking, victime d'un cambriolage, j'ai eu l'un des membres de ma famille tué à cause de la violence. Est-ce que j'ai été touché personnellement? Oui, mais je pense qu'il serait difficile de trouver quelqu'un qui n'ait pas d'une façon ou d'une autre été touché par le crime. Vous vous êtes levé tôt? Toujours, je me suis levé à 4 h du matin. Alors c'est l'heure d'aller vous coucher? J'aimerais bien savoir quelles sont les limites que s'impose la télévision sud-africaine quand elle couvre un crime. Jody m'explique, image à la pluie. Quelles sont les règles finalement en Afrique du Sud et ici dans cette chaîne sur ce qu'on peut montrer comme type d'image et ce qu'on ne peut pas montrer? L'Afrique du Sud est à ce sujet très conservatrice. Dans ce cas précis, vous pouvez montrer le corps tant qu'il est recouvert. Vous ne pouvez pas montrer le visage, dans aucun cas. Jamais. Donc le plus que vous pouvez montrer, c'est quoi? Normalement, peut-être le bras et le pied dans ce cas. Mais vous ne pouvez pas montrer le corps. C'est une position très conservatrice, effectivement, en Afrique, où en général on montre tout, et plus il y a de sang, mieux c'est quoi. C'est possible pour d'autres pays africains. Mais en Afrique du Sud, nous sommes attachés à des règles strictes. Ça suffit. C'est l'héritage anglais. Probablement. Voir en dessous du drap ne va pas rendre le sujet plus fort. 19 h, c'est l'heure du journal. La fusillade couverte par Narissa fait l'ouverture. La police a fait une descente à Alexandra. Ils ont demandé qu'ils se rendent. Ils ont refusé et une fusillade a eu lieu. Me voilà au tribunal de Johannesburg pour l'une des premières audiences publiques où comparaît le policier qui a abattu Tato, le gamin de 16 ans tué chez lui à Soweto. Toute la presse est là. La mort de Tato est une affaire nationale. La chaîne d'info E-News est là aussi, bien sûr. Cette fois, c'est la journaliste Bongewi qui couvre le procès. Est-ce que cette affaire est représentative de ce qui se passe en Afrique du Sud et nous dit la façon dont la police marche ou pas? Nous avons eu de nombreuses plaintes des townships qui mettent en cause la police. Elle est accusée d'humilier les gens et de ne pas venir suffisamment en aide à la population. Pour les gens des townships, le procès d'aujourd'hui est vraiment très important. Ils veulent que justice soit faite. Sur décision du juge, il est interdit de filmer dans le tribunal. Nous volons ces quelques images tournées avec un téléphone portable. L'enjeu de l'audience d'aujourd'hui est de décider si le policier doit rester en prison en attendant son procès. Le voilà, ici, à droite. Sa hiérarchie le décrit comme suicidaire. Une commission l'aurait assigné à des tâches de bureau avec interdiction de porter une arme. Mais alors que faisait-il ce jour-là chez Tato, avec un pistolet mitrailleur? Le rapport médical concernant le policier n'a toujours pas été versé au dossier. La police traîne des pieds. La juge en conclut qu'il doit rester derrière les barreaux. Alors accident ou meurtre? J'ai bien envie de rencontrer la famille de Tato, au sud de Soweto. Elle habite cette maison. Hello. Bonjour. I'm Christophe. Je suis Christophe. Vous êtes la grand-mère de Tato? Oui, je suis Sibylle. Merci. Merci de nous recevoir. On voudrait raconter l'histoire de Tato. Pourquoi est-ce qu'ils cherchaient Tato? Why did they were looking for Tato? La police avait reçu l'information que Tato aurait une arme. Ils ont cherché dans la maison, mais ils n'ont rien trouvé. J'étais ici et ils ont fouillé la maison. Après, l'autre policier a tiré Tato par la chemise et ils l'ont allongé là, par terre.
Ouais, sa tête était là. Il était couché. Ils l'ont couché là. Un policier a posé son pied sur son cou. Mais moi j'étais là et je demandais à Tato, « Mais tu as une arme ?» Et il m'a répondu, « Mais grand-mère, non, je n'ai pas d'arme. » Mais l'autre policier est arrivé et il a tiré. Il a tiré. Combien de fois? Une rafale. Une rafale. Un voisin alerté par les tirs a tourné ces images. Quelques minutes seulement après la mort de Tato. On le voit allongé sur le ventre, il a reçu 7 balles à bout portant. On ne voit pas les policiers sur ces images. On me dit qu'ils se sont vite retirés près des voitures. La famille, elle, est réfugiée dans la maison, sous le choc. Ils nous ont insultés. Ils ont menacé de nous gifler en disant qu'ils cherchaient Tato. Ils sont entrés dans sa chambre et ils lui ont demandé de s'allonger par terre. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Alors qu'il était à terre, ils lui ont donné des coups de pied. Ils avaient des grosses bottes et à la fin, ils lui ont tiré dessus. Témoignage accablant pour la police. D'après ce que vous avez vu, est-ce qu'ils ont voulu le tuer? Was it intentional? Oui, c'était intentionnel. Parce qu'il est venu, il a pointé son arme sur la tête de Tato et après il a tiré. Qu'est-ce que vous attendez de la justice sud-africaine? Je veux que justice soit faite. Je veux que la justice soit faite. Parce que même si Tato avait une arme, il devait l'arrêter et le juger. Pas l'abattre comme ça devant nous, sa famille. Le policier a-t-il tiré volontairement? À ce jour, aucune date de procès n'a été fixée. Et le meurtre de Tato n'est pas un cas isolé en Afrique du Sud. À Durban, à 500 km de Johannesburg, une unité de la police a décidé de faire justice elle-même pendant plusieurs années. J'apprends que ces 24 policiers auraient abattu 51 délinquants présumés. Ils seront bientôt jugés, et chose incroyable, comme en atteste cette page Facebook, des Sud-Africains les soutiennent. Si les policiers se comportent parfois en voyous, les voyous peuvent souvent agir en toute impunité. Je vais m'en rendre compte ce soir en participant à un événement aussi mystérieux qu'illégal, réservé à quelques très rares initiés. Cette nuit, les voyous de tous les townships avoisinants vont s'affronter en voiture au cours d'un rodéo clandestin. Il est 23 h à Soweto. Embouteillage devant les grilles, il va falloir être patient et surtout montrer patte blanche. Ici, on parie. L'argent passe de main en main. Les voitures, que je soupçonne d'être toutes volées, coûtent une petite fortune. Ici, les voyous sont bling-bling. Techno, bière et chicha, la température monte en attendant que commence la compétition. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, essaye. Tire dessus. C'est un goût de fruit. Hein. Plus fort, plus fort. Johannesburg, c'est trop cool. Et c'est parti. La première voiture s'engage. Grosse cylindrée, préparée pour l'occasion. Les spectateurs sont ravis. Une piste de 20 mètres de diamètre et des figures libres pour démontrer ses qualités de pilote. Chacun a son style. It's very good.
Ici, une interprétation toute personnelle de la nage synchronisée. On tourne, on tourne. Parfois, jusqu'à l'éclatement des pneus. Hello. Bonjour, je suis Christophe, je viens de France. I like this. J'adore. Les gens pensent que si vous faites du rodéo, vous êtes forcément un criminel, que vous volez forcément des voitures. Mais ceux qui font du rodéo ne sont pas tous des voyous. Ils ne volent pas tous des voitures. Moi et d'autres, on va à l'école. Le rodéo, c'est juste un sport. Vous connaissez tout le monde? Oui, la plupart d'entre eux. Vous êtes d'ici, de Soweto? Oui, je suis de Soweto. Tu veux monter? Yes, it's at Crossroad. Je peux monter? On peut aller dedans? Il est le meilleur. C'est le meilleur. C'est un bon gars. Je laisse ces fous du volant brûler les pneus jusqu'au bout de la nuit. Moi, j'ai rendez-vous avec Graham, le journaliste qui m'avait accueilli au début de mon séjour. Il passe la nuit avec une autre unité d'élite de la police sud-africaine et m'a proposé de l'accompagner. Graham connaît bien Gary et Jim, deux équipiers de longue date. Tu es fatigué? Non, je vais rester jusqu'à 4-5 heures. Je dois être chez moi à 6 heures. La nuit est calme en ville. Graham les connaît depuis 10 ans. Il patrouille régulièrement avec eux pour écrire ses articles. Première étape de la soirée, le commissariat. Une voiture volée vient d'être retrouvée. La police est à l'œuvre. J'essaye de trouver des empreintes pour identifier un suspect dans nos fichiers. Classique. La police cherche des indices. Moins classique. La voiture est totalement désossée. Les types qui ont volé cette voiture cherchaient un tracker. C'est un mouchard électronique caché dans la voiture et quand elle est volée, il envoie à la police sa position. Vous pouvez voir, ici,
Ils ont cherché dans le tableau de bord. Comme souvent, le tracker a fonctionné et les voleurs ont dû abandonner la voiture à l'arrivée de la police. Du coup, les criminels ont inventé une méthode radicale. Ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent le conducteur, ils lui mettent un pistolet sur la tempe et ils le forcent à révéler où est caché le mouchard. Ce qui devait être un simple vol de voiture se transforme en crime sanglant et violent. Une fois n'est pas coutume, ce soir, la police annonce une bonne nouvelle au propriétaire. Où elle est? La voiture est sur le parking du commissariat. La mienne, vous êtes sûr? Et il y a toutes vos affaires dedans. Tenez, je vais vous les rendre. Oh, ils ont retrouvé mon sac. Toute ma vie était dans cette voiture. Si cette histoire se termine bien, ça n'est pas toujours le cas. Plus la nuit avance, plus Gary et Jim sont sur leur garde. Depuis mes débuts dans la police, j'ai perdu 8 amis. Des policiers que je connaissais vraiment bien. Je garde ça en tête quand j'interviens. Je dois réagir plus vite. Je ne veux pas être tué. Je veux rentrer retrouver ma femme et mes enfants. Gary déclenche la sirène. Une moto roule tout phare éteint sur l'autoroute. Un policier ne sort jamais de sa voiture sans arme, même si la situation ne semble pas dangereuse. Gary contrôle si la moto n'est pas volée. L'assurance a expiré il y a 2 ans. Il n'a pas son permis de conduire avec lui. Il ne devrait pas être sur la route. Gary lui fait la leçon. À cet instant, regardez bien derrière. Cette voiture vient de passer à plus de 200 km/h. Allez, ok, on y va. Gary décide de la prendre en chasse. Sirène hurlante et poursuite à très grande vitesse. Ces types peuvent être impliqués dans un braquage. Et on peut supposer qu'ils sont lourdement armés. La voiture continue sa course. Elle ne s'arrête pas malgré la sirène. Il appelle des renforts. La direction Johannesburg, délit de fuite. On est en train de poursuivre une voiture avec 2 suspects à l'intérieur. Après de multiples appels de phare, la voiture se range sur le bas-côté. Si le conducteur sort rapidement, le passager reste dans la voiture. Pour les policiers, c'est le moment le plus dangereux. Cet homme peut être armé. Le passager sort. Fouille minutieuse à la recherche d'une arme. Repose tes mains. Ne me cherche pas, repose tes mains, putain, nom de Dieu. C'est pas moi qui roulais à 200 km/h à l'instant, alors. Je suis terriblement désolé, ma mère a eu une crise cardiaque, elle est à l'hôpital. Les gens n'ont rien à faire de savoir que t'es à l'hôpital. L'ambiance est tendue. L'homme tente de se justifier. Ouvre le coffre. L'homme dit que sa mère est malade. S'agit-il d'une excuse? Gary vérifie en cherchant de la drogue et des armes. Il va pas être déçu. Sous le siège du conducteur, un pistolet. L'homme est-il un criminel? Bingo.
Mets tes mains sur le toit, je vais pas te le répéter. Ça, c'est juste un pistolet à billes. C'est un pistolet à billes. Je vais te dire un truc. Si tu me braques avec ton jouet, je t'explose la cervelle. Ça, c'est un pistolet à billes. Un jouet. Mais ils sont identiques. Impossible de distinguer le faux pistolet du vrai, à gauche. Mais même un faux pistolet peut servir lors d'un braquage. Vous pensez que ce sont des braqueurs? Possible. Tu m'as dit que c'est le pistolet de ton fils. C'est un pistolet à billes. Mais je sais putain ce que c'est qu'un pistolet à billes. Repose tes mains. Je veux savoir à qui il appartient. C'est à mon fils. À ton fils. Alors pourquoi il est sous le siège? Et là, je n'en reviens pas. Le conducteur se met à supplier le policier à genoux. Acceptez mes humbles excuses. Je suis désolé. Plus surprenant encore, alors que la police sud-africaine a la réputation d'être très dure, Gary va se montrer très clément et laisser partir le chauffard. Le pistolet appartiendrait à son fils, c'est plausible. Quand une victime se fait braquer avec un pistolet à billes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne voit pas la différence. Alors le braqueur, il part avec la voiture. Mais la voiture, elle est en règle? Oui, les papiers sont à son nom, c'est une voiture de fonction, tout est en règle. Donc... On continue la ronde. Ici, le quotidien, c'est aussi la prostitution. Gary s'arrête. Il connaît bien la plupart des filles. Ça va, comme d'hab. Les clients se font rares ce soir. Et toi? Elle a 30 ans maintenant. Elle dit qu'elle a commencé à l'âge de 16 ans. Elle était très belle, cette fille. Elle a plongé dans la drogue avec des Nigérians. Et maintenant, vous voyez à quoi elle ressemble? Elle dit qu'elle veut arrêter, mais 99% d'entre elles ne s'en sortent pas. Elle est en train de sombrer. Peut-être même qu'elle ne sera plus là l'année prochaine. En Afrique du Sud, les prostituées sont souvent de jeunes mineurs que des proxénètes droguent pour mieux les enrôler. Un quartier chaud de Johannesburg. Même si la prostitution est interdite, on trouve des femmes à chaque coin de rue. Là, un hôtel de passe tenu par des Nigérians. Les mineurs se trouvent dans les ruelles les moins éclairées. Une fois notre patrouille terminée, loin des regards, loin de la police, nous rencontrons une jeune prostituée qui accepte de témoigner. Elle n'a que 15 ans. Même si tu n'en veux pas, ils te battent pour que tu prennes du crack. Parce qu'une fois que tu y as goûté, tu veux ta dose. C'est pour ça que tu souffres. Tu ne choisis pas de te prostituer. C'est pas une vie que tu veux, mais tu ne peux pas t'en sortir. C'est vraiment dur. Et il n'y a personne pour te sortir de là. Pour moi, il n'y a vraiment personne. Ça, c'est avec un tesson de bouteille. Je suis tombée sur les genoux parce qu'il voulait me brûler avec de l'essence. Il avait une main sur moi et comme je me suis protégée, il m'a mordu. Même si on va voir les flics pour dire qu'on t'a battu et porter plainte, il s'en trouve toujours un pour avertir le MAC. Il te menace de te supprimer et tu es terrorisé. Parce que ce ne sont pas que des paroles en l'air. Tu sais que c'est arrivé avant. Des filles ont simplement disparu, du jour au lendemain, comme ça. C'est pas une vie, c'est l'enfer. Ma vie est finie, je suis piégée là. Livrée au proxénète, elle ne peut pas compter sur la police. En Afrique du Sud, la violence envers les femmes peut prendre des formes différentes. Certaines finissent sur le trottoir, d'autres sont violées. C'est le cas de Jovo, 36 ans. Violée quand elle en avait 19. Jovo m'a donné rendez-vous dans une école. Elle donne des cours, m'a-t-elle dit.
d'une curieuse façon. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là? Le but, c'est qu'à la fin de la journée, je veux qu'ils apprivoisent les maths, les sciences et la comptabilité. Ils voient ces matières comme des monstres, des grands monstres. Que se passe-t-il si à la fin de la journée, par la danse et les chants, ils voyaient ces matières de manière différente? Le chant pour apprivoiser les monstres. Et ça marche. Pour les enfants, Jovo est un prof comme on en rêve. Une énergie, une joie de vivre qui les enchante. Cette joie de vivre cache pourtant un profond traumatisme. J'ai des flashbacks de ce qui m'est arrivé à l'époque. Je ne dors pas la nuit. Encore aujourd'hui, ma famille vous le dira. Je crie tous les soirs. Tous les soirs. Encore aujourd'hui. Vous ne dormez pas? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il est arrivé? C'était où? Dans votre maison? Quoi? Le viol? Oui. Non, ils m'avaient invité dans l'église. Ils m'ont violée dans l'église. Je suis restée nue à côté de l'autel. Ils m'ont laissé marcher dans l'église complètement nue. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ces hommes? Ok, voilà ce qui est arrivé. J'ai demandé où en était l'affaire et on m'a dit qu'elle était close. J'ai reçu des appels qui me disaient « Attention, tu sais à qui tu as affaire. Tu ne dois pas parler. » Et qu'ils savaient où j'habitais et même pendant le procès, le juge me criait dessus parce que je devais m'asseoir à côté des types qui m'ont violée, sur le même rang. Vous comprenez, ils m'ont violée à deux. Je devais m'asseoir à côté d'eux. Je leur ai dit, je ne peux pas. Mais le juge ne comprenait pas. Alors je leur ai dit, ok, on oublie, on oublie. On oublie. Ça n'est jamais arrivé. Jusqu'à quel point votre histoire est-elle emblématique? Ce qui vous est arrivé. Ça concerne beaucoup de vos amis? Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. « 68 000 femmes portent plainte pour viol chaque année. Mais on estime le nombre réel de viols à 500 000. Autrement dit, 1 par minute. L'Afrique du Sud tient là un triste record mondial. Dans cette société violente, les femmes sont en première ligne. Mais les plus vulnérables d'entre elles, les plus visées, sont les lesbiennes. Tuli assume. Elle aime les femmes. Mais dans ce pays qui a ouvert le mariage et l'adoption aux homosexuels, être lesbienne peut être dangereux. Le principal risque, le viol correctif. Une manière pour les hommes de les punir, de vouloir les remettre sur le droit chemin. C'est ce qui est arrivé à Tuli, il y a 10 ans. Elle était adolescente. C'était ici, un dimanche matin. Ce type voulait me prouver que je suis une femme et non pas un mec. C'est là qu'il m'a violée. Il n'y avait personne pour m'entendre, parce qu'il n'y avait pas de maison autour à l'époque. J'étais seule avec lui. Il était armé d'un pistolet, faisait ce qu'il voulait, et il prenait son pied. Mais moi non.
Je souffrais, saignais, je pleurais, tout ça. J'étais juste heureuse parce qu'il ne m'a pas tuée. La plupart des lesbiennes sont violées et tuées. Depuis, Tully s'est reconstruite. Elle habite à Soweto dans cette maison, avec toute sa famille et sa fille, Nobule. Tully est une ancienne joueuse de foot professionnelle, mais dans ce pays machiste, le foot c'est un sport de garçon. Et pour sa famille, jouer à un sport de garçon, c'était risqué d'en devenir un. Ma famille ne veut pas que ma fille joue au foot comme moi. Ils pensent qu'elle va me ressembler, agir comme moi. Elle va peut-être devenir lesbienne, je sais pas. Les préjugés ont la vie dure dans ce pays. Tully retrouve ce soir Mani, sa petite amie. Elles sont ensemble depuis 1 an et se retrouvent plusieurs soirs par semaine. Acheter des bières, simple geste de la vie quotidienne, mais pour elle, c'est prendre des risques. Dans le township, les hommes regardent d'un mauvais œil 2 femmes ensemble. Marcher ensemble la nuit n'est pas sûr du tout. La probabilité est très importante d'être violée ou d'être agressée par des mecs. À la fin de la journée, la vie continue. C'est pas parce que nous sommes lesbiennes et que nos vies sont en danger que nous devons arrêter de vivre. Ici, assumer est un sacré courage. Ce dimanche, Tully et sa compagne me donnent rendez-vous à Soweto pour ce qu'on appelle un braai, le barbecue traditionnel sud-africain. Du bœuf ou du mouton? Oui, ça c'est du mouton. Allez, c'est parti. Oh, la recette est simple, hein? Saucisses, viande grillée et de la bière. Garçon ou fille, à 2 ou à 3, ce pays si longtemps pointé du doigt pour son intolérance est en train de gagner le droit à l'indifférence. Tout le monde a eu sa bière? Oui. Ouais, ça va. Est-ce que certains d'entre vous ont eu de mauvaises expériences avec les hommes? Avez-vous été, je sais pas, attaqué par des hommes? Oui, moi. J'essaye de comprendre pourquoi cette société est si violente. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Pourquoi l'Afrique du Sud est-elle tellement violente? Je crois que la violence vient de nos parents. Vous savez, nos parents ont été abusés d'une certaine façon. Et quand ils grandissent, ils veulent changer, être bons, mais ils n'ont pas d'autre choix que de décharger cette violence, de faire le mal à leur tour. Ça se transmet de génération en génération. Même s'ils veulent faire le bien, il y a cette colère qui remonte de nulle part et qui les met en rage. Comme à l'époque de l'apartheid. Par exemple, avant, quand j'étais avec des types, je me battais en permanence avec eux. Je les provoquais pour qu'ils me frappent. Je ne sais pas, c'est une violence que j'ai à l'intérieur. La violence ronge les jeunes Sud-Africains. Une violence héritée d'un passé qui ne passe pas. Des années de lutte meurtrière, de discrimination. Comment briser le cycle de la violence? Comment faire la paix avec soi et son passé? Mon séjour est bientôt fini. Pour les touristes, l'Afrique du Sud, c'est avant tout ça, des réserves naturelles dans lesquelles vivent des animaux sauvages. Qui vivent là dans ce parc de 1200 hectares à 50 km de Johannesburg. Ils vivent libres, mais sous haute protection, car eux aussi sont victimes de violences, et en particulier les rhinocéros en danger de mort. Sur ces images, on découvre l'un d'eux dont les braconniers viennent d'arracher la corne. Les Asiatiques lui accorderaient des vertus aphrodisiaques, du coup son prix grimpe en flèche
de rhino est aujourd'hui plus cher que l'or. À 49 000 € le kilo, une corne adulte se vend 400 000 €. Un rhinocéros, c'est une fortune sur 4 pattes. Cette espèce en voie d'extinction ne survivra pas au rythme de ce trafic. Les arrestations se multiplient. Les tribunaux condamnent lourdement les braconniers, jusqu'à 25 ans de prison. Mais rien n'y fait. Alors les parcs cherchent la parade, comme ici. Je rencontre Stéphane, né de mère française, sud-africain, en charge depuis 10 ans des rhinocéros. Nous voilà donc partis pour 4 heures de piste en jeep. On ne donne pas rendez-vous à un rhinocéros, il faut le trouver. Vivre dans ce cadre-là, tu vas faire rêver des gens. Tu dois faire rêver des gens. Nous parcourons les derniers mètres à pied. Nous sommes tout près. Il faut être prudent. On les voit là-bas. Ouais. Okay. Après, être très agressif. Ah ouais. Attention, c'est à court, ne courez pas. D'accord. Ils vont toujours donner un signe pour vous montrer que, ok, d'accord, n'approchez plus. Vous pouvez voir les oreilles, de la façon qu'ils bougent. Ça y est. Watch out. Watch out. Donc là, on peut voir la femelle, Ouais. ce qu'elle a fait avec sa queue. Ouais. Ça s'est recourbé. Ouais. Assez qu'on est là. Ouais. Il faut savoir qu'un rhino blanc ou un rhino noir, la couleur est identique, c'est gris en couleur. D'accord. Pourquoi on les appelle quand même rhino blanc, rhino noir? Un rhino blanc, le jeune, sera toujours devant maman. D'accord. Comme une femme qui vient d'Europe ou d'Amérique, ils gardent leur bébé devant. En Afrique, les noirs, ils gardent leur bébé dans leur dos. Et le rhino noir met le bébé derrière. Rhino noir. Combien il y a de rhinocéros ici? On n'a pas le droit de vous le dire. Pourquoi? À cause des braconniers. Ah ouais. Donc, Secret jalousement gardé. La guerre contre les braconniers passe par l'information. Mais pas seulement. Ce que le patron veut faire dans le parc, c'est de mettre une puce dans la corne. D'accord. Donc s'il y a quelqu'un qui vient et qui coupe la corne, on peut quand même les tracer. Donc on sait où la corne est partie. Tracker sur le rhinocéros comme sur les voitures, quoi. Pareil, même chose, exactement. Sacré pays, on traque tout. En 2011, le parc a perdu un rhino. Stéphane m'emmène là où ça s'est passé. Je vais vous montrer exactement où elle a été tuée par les braconniers. Et malheureusement, elle a été tuée avec son bébé, qui avait 18 mois. Je vais vous montrer exactement l'endroit. Ça s'est passé exactement ici. Cet endroit-là, il faut savoir de nos jours, les braconniers, ils ne viennent pas à pied ou avec des véhicules. Ils vont louer un hélicoptère. Donc ce qui s'est passé, ils sont venus pleine lune. Il faut savoir que pleine lune... En hélicoptère la nuit? Il faut savoir que les gars, ils viennent, ils sont équipés. Ils ont des gilets pare-balles. Ils ont des AK-47. Wow. Et ils viennent avec des chainsaws. Avec... Des tronçonneuses? Tronçonneuses. Pour couper la corne? La corne. Ils peuvent le faire en 5 minutes. En 5 minutes, le boulot est fait. Oh. Hélicoptères et armes de guerre, les braconniers sont sans limite pour ce trafic qui est l'un des plus rentables du monde. Alors pour sauver les derniers rhinos, ce parc a pris d'ultimes mesures. Le soir venu, des hommes à pied investissent la savane. Ce sont des mercenaires, ex-soldats. Leur mission est très risquée. Le danger vient bien sûr des braconniers, qui n'hésitent pas à tirer, mais aussi des rhinos, qui peuvent charger. Il est 6 heures du soir. Maintenant, le parc est vide de visiteurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Mes hommes vont se déployer et protéger les rhinocéros. Chacun d'eux à pied, à distance d'un rhino. Toute la nuit? Toute la nuit, jusqu'à demain matin, chacun d'eux a un rhino à protéger. Un rhino pour un homme qui le surveille? Oui, un rhino pour un homme. C'est comme un garde du corps? Comme des gardes du corps. Depuis que vous travaillez dans le parc,
Aucun rhino n'a été attaqué et tué. Aucun rhino n'est mort. Est-ce que vos gardes ont des armes? Je ne peux pas vous répondre, cette information est confidentielle. Vous ne pouvez pas me répondre? Non. C'est tous d'anciens soldats? Affirmatif. Et vous-même, vous êtes un ancien soldat? Oui, moi aussi. C'est comme une guerre, en fait, hein? Oui, c'est une vraie guerre qui se déroule ici. On m'a dit qu'il y avait des hélicoptères qui venaient parfois pour attaquer les rhinos. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça, vous? Il y a plusieurs choses que l'on peut faire contre un hélicoptère, mais je ne peux pas vous dire quoi. Si vous avez une arme. Je ne sais pas. C'est ma réponse. Mais on les protégera. Ces gardes du corps d'un genre particulier vont prendre leur poste cette nuit. Le lieu est tenu secret. Ils sont le dernier rempart dans une guerre sans merci. C'est la fin de mon séjour. Mais avant de quitter Jobour, je veux prendre des nouvelles du couple victime d'un braquage sanglant. Ce matin, Ray se rend au chevet de son compagnon, Jérémy. Je pourrais faire le chemin en fermant les yeux depuis le temps. 3 semaines qu'il fait la route plusieurs fois par jour. Je souris, mais il faut que je sois fort pour lui. Voilà l'hôpital où Jérémy a subi 2 opérations. Il a perdu la moitié de son estomac, la moitié de son foie. Nous n'avons pas le droit de filmer, mais nous confions une petite caméra à Ray. Ma priorité, c'est de guérir et de rentrer chez moi. À ce jour, les agresseurs du couple n'ont pas été retrouvés. En Afrique du Sud, l'impunité est souvent la règle. Les meurtriers du père de Baba n'ont jamais été arrêtés. Touli ne connaît toujours pas l'identité de son violeur. Le viol de Jovo est une affaire classée. Et on attend toujours le procès du policier qui a abattu le jeune Tatou. Sans justice, comment réussiront-ils à faire la paix avec leur passé? Comment ce pays pourra-t-il se réconcilier?